Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. C'est notre 4e épisode sur cette œuvre si je ne m'abuse. Et je suis en mesure ce soir de vous dire que ce sera également l'avant-dernier épisode que nous effectuerons sur ce roman, puisque nous lirons ce soir le chapitre 7 et nous lirons les chapitres 8 et 9 qui marqueront la fin du récit, mardi à 21h. Voilà, voilou. Bonsoir à celles et ceux qui me rejoignent en live sur Twitch, ça fait plaisir. Bonsoir Zia, bonsoir Artemis, bonsoir Sarah Drew, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, du coup, comme je le disais, le chapitre 7 que je vais décomposer, je pense, en 3 parties de lecture. On va voir, mais je pense que ça va être ça parce qu'il est un petit peu long. Du coup, ce que je ferai, c'est que je lirai à peu près 16 pages, à peu près 14 pages et à peu près 10 pages de ce que j'ai repéré plus tôt dans l'après-midi. Pourquoi du comment? Tout simplement parce que l'auteur a prévu à certains endroits du texte des découpes, donc j'ai choisi de suivre ces découpes naturelles dans le texte. Il y a des passages de ligne, des sauts de ligne même. Donc voilà, ça sera des bons moments pour faire une découpe normalement. Qu'est-ce que j'allais dire également? Oui, ça sera donc la fin d'une œuvre et ce qui arrive souvent lorsque je termine une œuvre, lorsque je termine une lecture, c'est que je saute une lecture la fois d'après pour avoir bah voilà, un peu un changement d'air, un changement de mood, remettre le setup en mode neutre et voilà, avoir le cerveau plus comment dire, embourbé dans une œuvre avant de pouvoir embrayer sur une autre. Donc, vous l'avez compris, il n'y aura pas de live vendredi dans une semaine. De la même manière qu'il n'y aura pas de live samedi dans une semaine. Comme ça, je vais me prendre 3-4 jours à pas faire de live. Ça me fera un petit reboot mental, un petit reboot cérébral et je pourrai revenir à fond mardi d'après. Donc, vous l'avez compris. Mardi dans quelques jours, la fin de Gatsby le Magnifique. Vendredi dans une semaine, pas de live. Et mardi, dans 2 semaines, en somme, on entame une nouvelle lecture. J'hésite encore sur laquelle je vais faire passer en priorité. Mais les 2 lectures que j'ai envie d'entamer me hype tout autant. Même si je crois qu'en vérité j'ai une petite préférence qui est en train de se dessiner maintenant que j'y réfléchis. Ah, est-ce que je vous donne un peu un indice ou quoi que ce soit? Je sais pas. En tout cas, ça partira sur une œuvre fondatrice, et j'ai envie de dire une œuvre ultra connue, ultra connue de science-fiction. Et voilà. Je vais rien dire de plus, mais, ah, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, Zia qui demande si c'est World War. Alors, c'était pas ça le titre, non? C'était. Ou la voix mystérieuse, je reconnais. Ça commençait par un W, mais c'était pas World Wars, c'était Wayne quelque chose, non? C'était pas ça? Je sais plus le titre exact que tu m'avais proposé. Alors, ce texte-là, j'ai longuement hésité à le faire. Le problème, c'est que on n'en trouve qu'une édition qui n'est pas très jolie, en tout cas qui ne va pas avec mes goûts. C'est Wordsworth? C'est bizarre, ça me parle pas en fait. Est-ce que je me serais trompé d'œuvre? Bref, en tout cas, non, ça ne sera pas cette œuvre-là. L'édition que j'ai trouvée est pas très jolie, je trouve, pas dans mes goûts, pas, voilà, pas dans ce que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, on va dire. Et surtout, le bouquin coûte, je crois, 17 putains de balles, et voire peut-être plus, je sais plus. Donc du coup, me lancer dans une œuvre dont je ne suis vraiment pas sûr de l'apprécier, ça serait une curiosité, ça m'a tenté, j'ai lu un petit peu de quoi il pouvait en retourner, ça a l'air d'avoir des intérêts, ça a l'air d'avoir des attraits, donc ça pourrait vraiment me tenter, mais je sais pas, je trouve que ça fait cher pour juste tenter une expérience, quoi. Euh, c'est pas exclu pour la suite, je le garde sous le coude, mais il y a d'autres choses qui ont pris la priorité. Et ce n'est pas la guerre des mondes, puisque la guerre des mondes, je l'ai déjà lu, Artemis, il y a de cela quelques mois maintenant. Donc la guerre des mondes est déjà disponible sur ma chaîne YouTube en rediffusion. Et ouais, non, désolé, hein, je vais vous laisser dans le teasing de ouf, hein. Je vais vous laisser dans le teasing de ouf. Après, si quelqu'un donne le titre, alors peut-être que je vous lâcherai l'annonce. Mais ouais, vous pouvez spammer autant que vous voulez si vous voulez.
mais je ne promets rien. Bref. Du coup, je suis fatigué. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois en ce moment. Je suis vraiment fatigué. Je crois que j'enchaîne un petit peu trop de choses. J'essaie de mettre trop de choses dans mon emploi du temps et j'y arrive plus, c'est très dur. Mais ça va peut-être nécessiter justement une réorganisation. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain live introspectif, pourquoi pas. Mais ouais, là je me suis mis beaucoup trop d'objectifs d'un seul coup et fouah, j'ai du mal à les suivre, ces objectifs, à les remplir. Bref, c'est trêve de bavardage, ça pourrait être long d'en parler, mais toujours est-il que on risque d'en parler aussi un petit peu demain, puisque je le rappelle, désolé, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je le re-rappelle parce que c'est important pour moi. Demain, retour du format à l'abordage, émission spéciale à 21 h en stream, puisque je reviendrai avec un à l'abordage sous une nouvelle mouture, sous une nouvelle houlette, puisque il ne va pas s'agir de d'étudier en profondeur, enfin, je sais pas si on peut dire étudier, parce que vraiment, j'ai pas de prétention spécifique, mais en tout cas, discuter d'un sujet un petit peu en profondeur, un petit peu dans le détail, etc. Bien sûr, toujours avec de l'affect et tout le subjectif possible, n'est-ce pas? Mais demain, ça sera une version peut-être un petit peu écourtée, puisqu'on ne va pas se focaliser sur une œuvre, sur un objet culturel, mais sur plusieurs et même sur beaucoup, puisque ça sera 8 choses que j'ai lues, enfin que j'ai écoutées, à chaque fois je me trompe, que j'ai écoutées ou que j'ai vues ce mois-ci, sur la base de vos suggestions, lorsque je vous demande le dimanche sur Twitter ce que je dois voir et ce que je dois écouter. Donc des albums, des discographies, des artistes musicaux, on va dire, et des films. Je refais la liste brièvement, peut-être pour vous redonner envie, peut-être de nous rejoindre demain et de parler de tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en musique le groupe Ali, on a eu le groupe Billy Talent, on a eu l'artiste Tom Waits et on a eu Nekfeu. J'ai encore un album à écouter demain de Nekfeu pour avoir terminé sa discographie. Et sinon, en film, on a eu Into the Wild, on a eu Personne ne sait que je suis là, on a eu Breakfast at Tiffany's et on a eu Fight Club. Fight Club que j'ai terminé il n'y a pas plus tard qu'il y a euh, à peu près 1h20. Autant vous dire que c'est tout frais dans mon cerveau et que j'en suis encore un peu tout retourné. Mais on en parlera demain. On en reparlera demain, sachant que là, je suis vraiment capoute. Je sais pas ce qui me met dans un état de fatigue aussi intense. Je pense que c'est le froid, même si en ce moment ça se réchauffe, donc tant mieux. Mais bref, il y a le froid, il y a le surmenage parce que je me donne trop de choses à faire, entre guillemets. Euh, et puis je m'oblige peut-être aussi à faire trop de choses. Donc ça ajoute de la pénibilité. Enfin bon, bref. Je vais pas entrer dans les méandres de mon cerveau malade. Mais voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis aussi, bah, comme je vous le dis, je viens de mater un film de 2h20. Donc ça m'a un peu fait entrer doucement. J'ai beaucoup aimé le film, mais ça m'a doucement fait entrer vers une phase de sommeil intense. Là, j'ai passé 2h20 assis, affalé, donc inerte presque. Donc là, il faut que je dorme, j'ai l'impression. Mais bon, bref. Et puis, bah, pour tout vous dire, j'ai trop mangé, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon avant un live de lecture de trop manger. Vous savez que je fais très attention avant les lives de lecture, les journées avant les lives de lecture, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à quand est-ce que je me brosse les dents, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à plein de choses pour avoir une lecture la plus agréable pour vous et pour moi possible. Parce que voilà, je considère que ça demande un certain effort quand même, la lecture à voix haute, si je veux que ça soit d'une qualité qui me semble satisfaisante. Donc voilà, j'essaie d'entretenir un petit peu tout ce bousin, hein, je parle de moi en disant ça, parce que bah, c'est moi qui vais me permettre de faire mes lectures à voix haute. Wow, ok, c'est bon, là ça devient déjà beaucoup trop bordélique ce live. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, et j'étais en train d'y penser juste avant le live, c'est certainement pour ça que j'y viens, il est important, je trouve, dans la vie
de s'aider soi-même. Et du coup, j'aime bien aider mon futur moi. J'aime bien me dire, comme le titre de la chanson que j'ai composée, bon, qui est très très courte, mais que je vous passe en intro de ces lives sur Twitch, qui se nomme My Future Me Will Say Thanks. J'ai, ok, j'ai une putain de prononciation à chier en anglais, un accent déplorable quand je parle en anglais, quand je chante ça va un peu mieux, mais quand je parle c'est vraiment horrible. N'en tenez pas rigueur, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le titre de la chanson qui veut dire Mon futur moi me dira merci. Et ouais, je sais pas, c'est un truc avec lequel je suis venu il y a de cela quelques années. Et depuis, plus je vieillis et plus j'ai l'impression de me le répéter et de comprendre le sens de cette phrase que j'ai moi-même inventée. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, plus je suis raccord avec cette phrase et plus je trouve que j'ai carrément raison. Donc, voilà, après toutes ces digressions et ces bavardages intempestifs dont vous avez l'habitude sur la chaîne Planétéo, je n'en doute pas, on va pouvoir se lancer dans la lecture. Du Jules Verne, ce n'est pas du Jules Verne, Sarah Drew, mais de la même manière sur ma chaîne YouTube, on a déjà lu du Jules Verne, on a lu Voyage au centre de la Terre. Voili voilou. Et faut regarder s'il est disposé en occasion, si t'as pas peur de pas aimer un livre ou l'emprunter à la bibliothèque. Oui, clairement, voilà, clairement, ce serait des situations, ce serait des suggestions plus raisonnables, je pense. Bref, la fois passée, il me semble qu'on s'est à peu près arrêté au moment où Gatsby faisait une mini crise de panique parce que il avait l'impression que Daisy ne s'était pas plu à sa fête. Grosso modo, c'était à peu près ça. Donc, on va enchaîner directement sur ces événements et où va mener cette histoire entre Gatsby et Daisy? Est-ce qu'elle va vraiment mener à quelque chose ou est-ce que elle va être complètement tragique et finir dans les larmes et le sang? Non, je pense pas que ça ira jusque-là quand même. Mais est-ce que ça va avoir un happy ending ou pas du tout? On va avoir peut-être un début de réponse ce soir. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie, chers amis. Santé à tous. Mon PC, enfin le ventilo de mon PC est en train de faire un boucan d'enfer. N'hésitez pas à me dire si ça s'entend dans le micro. Si ça s'entend, j'essaierai d'ajouter des filtres, etc. au son. Et puis, dans le cas contraire, eh bien, je vous propose de se lancer. Je change de setup et on est parti pour, je crois, 15 pages, un truc comme ça. 15 ou 16 pages, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus, je me perds. Mais ce n'est que entre peu et pas important. Je sens que je suis surexcité ce soir. Je pense que je suis saoulé de fatigue là. Je pense que je suis tellement fatigué que je deviens débile. Bref. Bonne écoute à tous, bonne écoute Zia, bonne écoute Sarah, bonne écoute Artemis, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause de ce soir. On est parti. Chapitre 7. C'est au moment où la curiosité dont il était l'objet devenait la plus vive que Gatsby renonça, un certain samedi soir, à illuminer ses jardins, et sa carrière de trimalcion prit fin aussi mystérieusement qu'elle avait commencé. Je n'ai pas remarqué tout de suite que les voitures qui s'engageaient dans son allée avec allégresse ne s'y arrêtaient qu'une minute, puis faisaient à regret demi-tour. Pensant qu'il était souffrant, j'ai voulu prendre de ses nouvelles. Un majordome inconnu, au visage patibulaire, me jeta un regard soupçonneux par l'entrebâillement de la porte. Monsieur Gatsby va bien? Ouais. Suivi avec un bref retard d'un monsieur incertain. Je m'inquiétais de ne plus le voir. Dites-lui que monsieur Caraway l'a demandé. Un grognement. Qui ça? Caraway. Caraway, d'accord. Je lui dirai. Il me claqua la porte au nez. J'appris de ma finlandaise que Gatsby avait renvoyé tous ses domestiques la semaine précédente et engagé une demi-douzaine de nouveaux. Ils n'allaient jamais à West Egg Village pour éviter d'être soudoyés par les commerçants et passaient leurs commandes par téléphone toujours en petite quantité. Selon le témoignage du garçon épicier, la cuisine ressemblait à une porcherie et tout le monde était convaincu au village que ces nouveaux venus n'étaient en rien des domestiques. Gatsby me téléphona le lendemain. Sur le départ? Ai-je demandé.
Non, ça serait pas le bon ton. Sur le départ, ai-je demandé. Non, cher vieux. J'apprends que vous avez licencié votre personnel. Pour éviter les on-dit. Daisy vient souvent me voir, l'après-midi. L'hostellerie Caravansérail s'était donc effondrée comme un château de cartes sous le regard désapprobateur de Daisy. Les nouveaux sont des protégés de Volchim, tous frères et sœurs. Ils tenaient un petit meublé. Je vois. Il me téléphonait de la part de Daisy. Étais-je libre le lendemain pour déjeuner chez elle? Miss Baker y serait aussi. Daisy m'appela elle-même une demi-heure plus tard. Elle sembla rassurée que j'accepte. Il se préparait donc quelque chose. Mais comment pouvais-je me douter qu'ils profiteraient de l'occasion pour déclencher leur offensive, et plus précisément cette scène de rupture dont Gatsby m'avait esquissé les grandes lignes dans son jardin. Le lendemain fut une journée torride, l'une des dernières de l'été, et sur tous les plans la plus étouffante. Au moment où mon train jaillissait du tunnel de la gare, les sirènes frénétiques de la National Biscuit Company déchirèrent le silence hébété de midi. Ma voisine supporta dans un premier temps les perles de transpiration qui ornaient peu à peu son chemisier crème, mais lorsqu'elle sentit son journal se liquéfier entre ses doigts, elle renonça à se défendre et s'abandonna à la canicule avec un soupir désolé. Elle en perdit son porte-billets. « Oh non !» gémit-elle en un dernier sursaut. Je ramassai l'objet au prix d'un grand effort, et le tendis à bout de bras, du bout des doigts, par l'un des coins, pour bien montrer que je ne nourrissais aucune intention malveillante à son égard, ce dont les voyageurs et ma voisine la première s'empressèrent de me suspecter. « Ça tape, hein » disait le contrôleur aux usagers qu'il connaissait. « Pour taper, ça tape. Chaud, chaud, chaud. Fait assez chaud pour vous? Fait vraiment chaud? Fait chaud ?» Il me rendit ma carte d'abonnement noircie par l'empreinte de ses doigts. Mais, par de telles chaleurs, qui oserait reprocher aux lèvres qui l'embrassent d'être congestionnées, au visage qui repose contre son cœur d'humecter la poche de son pyjama? Un petit souffle d'air traversa le hall des Buchanan, pendant que nous attendions à la porte, Gatsby et moi, et nous permit d'entendre la sonnerie du téléphone. Je crus que le maître d'hôtel allait hurler dans l'appareil. « Le châssis de monsieur. Désolé, madame, mais on ne peut pas vous l'apporter. Il est trop bouillant à midi pour qu'on lui mette la main dessus. » Mais il répondit en réalité. « Oui, oui, je vais voir. » Puis il posa le récepteur, vint vers nous, le front légèrement moite, et nous débarrassa de nos panamas empesés. « Madame vous attend dans le salon, » annonça-t-il, en nous indiquant bien inutilement le chemin. Tout geste superflu dans une telle fournaise pouvait porter atteinte aux réserves de vie les plus élémentaires. Blottie à l'ombre de ses stores, la pièce était obscure et fraîche. Étendus sur le canapé comme deux idoles d'argent, Jordan et Daisy défendaient leurs robes légères contre l'humeur folâtre des ventilateurs. « Incapables de faire un geste, » ont-elles murmuré d'une seule voix. Les doigts de Jordan, poudrés de blanc sur leur bronzage, s'attardèrent un instant dans les miens. « Et monsieur Buchanan, le célèbre athlète ?» ai-je demandé. Au même instant, j'ai entendu sa voix enrouée, revêche, assourdie, qui téléphonait dans le hall. Immobile au centre de la pièce sur le tapis lit de vin, Gatsby regardait autour de lui. Il semblait fasciné. Daisy l'observait. Quand elle se mit à rire, d'un petit rire tendre et nerveux, un délicat nuage de poudre monta de sa poitrine. « Le bruit court, » murmura Jordan, « que nous avons au téléphone la bonne amie de Tom. » Nous n'avons plus rien dit. La voix dans le hall était devenue véhémente. « Bon, parfait. Je ne vous rends pas ma voiture. Non, je ne vous ai rien promis du tout. De toute façon, je ne supporte pas que vous me dérangiez pour ça à l'heure du déjeuner. »« Personne au bout du fil, » dit Daisy avec ironie. Je l'ai détrompé. « Non, non, il ne joue pas. C'est une affaire sérieuse. Je suis au courant sans l'avoir voulu. » Le corps massif de Tom s'encadra dans la porte, l'obstrua un instant et finit par rentrer dans la pièce. « Monsieur Gatsby !» Il lui tendit sa large main avec une antipathie savamment masquée. « Ravi de vous voir, Nick. »« Va nous préparer des boissons glacées, » s'écria Daisy. Elle se leva dès qu'il fut sorti, s'approcha de Gatsby, leva son visage vers lui, l'embrassa sur les lèvres. « Je vous aime, et vous le savez, » murmura-t-elle. « Tu as l'air d'oublier qu'il y a ici une dame fort respectable, » dit Jordan. « Embrasse Nick, toi aussi. Oh, cette créature est d'un vulgaire. Et après ?» Daisy,
esquissa un pas de claquette sur la bordure de briques qui encadrait la cheminée. Mais elle se souvint qu'il faisait très chaud, et revint, l'air coupable, s'allonger sur le canapé, au moment où une nurse immaculée pénétrait dans la pièce avec une petite fille. Trésor adoré, chantonna-t-elle en ouvrant les bras. Venez vite embrasser votre maman qui vous adore. La petite fille lâcha la main de la nurse, traversa la pièce en courant, et vint se blottir tout intimidée dans la jupe de sa mère. Oh, trésor adoré, ta vilaine maman qui met de la poudre sur tes pauvres cheveux blondasses. Maintenant on se tient bien droite et on dit Bonjour, ça va? Nous nous sommes penchés l'un après l'autre pour serrer la petite main réticente. Gatsby regardait l'enfant avec stupeur. Je pense qu'il n'avait pas cru jusque-là qu'elle existât réellement. On m'a habillée avant le déjeuner, dit-elle en rejoignant rapidement Daisy. Parce que ta maman voulait te montrer. Elle inclina la tête jusqu'à effleurer la ride imperceptible qui marquait le petit cou blanc. Un rêve, toi, un merveilleux petit rêve. Oui, répondit l'enfant sans s'émouvoir. Tante Jordan a une robe blanche, elle aussi. Comment trouves-tu les amis de ta maman? Elle lui fit faire demi-tour pour qu'elle soit face à Gatsby. Les trouves-tu gentils? Où est papa? Elle ne ressemble pas du tout à son père, affirma Daisy. C'est à moi qu'elle ressemble. Elle a mes cheveux et le même contour de visage. Puis elle s'allongea sur le canapé. La nurse fit un pas en avant et tendit la main. Viens, Pammy. Au revoir, chérie. La petite fille regarda à regret par-dessus son épaule, puis, très obéissante, se cramponna à la main de sa nurse et disparut à l'instant précis où Tom revenait, portant 4 gin fizz dans lesquels cliquetaient des glaçons. « Ils ont l'air bien frais, » dit Gatsby en prenant un verre. Je le sentais tendu. Nous avons bu à longues gorgées d'assoiffé. « J'ai lu quelque part que le soleil se réchauffe un peu plus chaque année, » dit Tom, qui s'efforçait d'être affable. « On dit même que, dans peu de temps, la Terre s'abîmera dans le soleil. Ou plutôt, attendez une seconde. C'est exactement le contraire. Le soleil se refroidit un peu plus chaque année. » Il regarda Gatsby. « Sortons un instant, pour que vous admiriez la vue. » Je les accompagnai sous la véranda. Les eaux du détroit étaient vertes, immobiles dans la chaleur. Un voilier minuscule y traçait lentement son chemin vers les profondeurs plus fraîches de la mer. Gatsby le suivit des yeux un instant, puis montra la rive opposée. « Je suis juste en face de vous. » En effet, nous avons regardé les parterres de roses, la pelouse en feu, les sentiers le long du rivage, où pourrissaient les algues desséchées. Les ailes blanches du voilier glissaient à l'horizon sur le bleu transparent du ciel. Au-delà s'étendaient les failles de l'océan et le foisonnement des îles de Miséricorde. « Ça, c'est un sport, un vrai !» dit Tom en hochant la tête. « J'aimerais le rejoindre et passer une bonne heure avec lui. » Le déjeuner fut servi dans la salle à manger, assombrie elle aussi par les stores, et la bière glacée que nous avons bue a fait naître une gaieté factice. « Qu'allons-nous faire de nous cet après-midi » s'écria Daisy. « Et demain? Et durant les 30 ans qui vont suivre ?» Pas de pessimisme morbide, protesta Jordan. La chaleur tombe toujours en automne, et la vie reprend. Mais il fait si lourd. Daisy semblait au bord des larmes. Et tout est si confus. Si on allait en ville? Elle luttait contre la chaleur, et sa voix cherchait à la marteler, à lui donner forme, à vaincre cette léthargie. J'ai déjà entendu raconter qu'on pouvait transformer une écurie en garage, disait Tom à Gatsby. Mais je crois être le premier à avoir transformé un garage en écurie. Qui veut aller en ville? Demanda Daisy avec insistance. Le regard de Gatsby se tourna vers elle. Oh, vous semblez si calme, se plaignit-elle. Leurs yeux se rencontrèrent. Ils se regardèrent fixement, soudés l'un à l'autre, hors du temps. Elle dut faire un grand effort pour regarder de nouveau vers la table. Vous semblez toujours si calme, répéta-t-elle. Elle venait de lui dire qu'elle l'aimait, et Tom Buchanan l'avait entendu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il regarda Gatsby, puis revint vers Daisy, et c'était comme s'il reconnaissait en elle quelqu'un qu'il avait connu autrefois. « Vous me faites penser à cette affiche publicitaire, » continua-t-elle naïvement. « L'homme, vous savez, sur l'affiche qui... » Tom l'interrompit brutalement. « On va en ville, d'accord. Je suis prêt, on y va. On va tous en ville. » Il se leva. Son regard ne cessait d'épier Gatsby et sa femme. Aucun d'entre nous ne bougea. « Et alors ?» Il commençait à s'énerver. « Alors, qu'attendez-vous? Si on y va, partons !» Il porta son verre de bière à ses lèvres. Sa main tremblait.
Il avait du mal à la maîtriser. La voix de Daisy nous obligea à nous lever et à descendre vers l'allée de gravier, incandescent sous le soleil. Au dernier moment, elle tenta une ultime diversion. « On part vraiment comme ça? Sans même fumer une cigarette ?» Tout le monde a fumé pendant le repas. « Oh, par pitié !» supplia-t-elle. « Essayons de sourire. Il fait trop chaud pour discuter. » Il ne répondit pas. « Pars de ton côté. Viens, Jordan. » « Non. Pars de ton côté. Viens, Jordan. » Elles disparurent dans la maison, et nous sommes restés tous les trois à faire rouler du bout du pied le gravier surchauffé. Un croissant de lune argentée pointait déjà vers le couchant. Gatsby fut sur le point de dire quelque chose et se ravisa, mais trop tard, car Tom s'était tourné vers lui, aux aguets. « Pardon ?» Gatsby fit un effort pour poser une question. « Où sont vos écuries ?»« À un quart de mille environ, le long de la côte. »« Ah, très bien. » Court silence. « Je ne comprends pas cette lubie de vouloir aller à New York, » dit Tom avec violence, « quand les femmes se sont mises une idée en tête. »« Faut-il emporter de quoi boire ?» demanda Daisy, penchée à l'une des fenêtres du premier étage. « Je prends du whisky, » répondit Tom, et il disparut à son tour. Gatsby se tourna vers moi. Il était comme paralysé. Impossible de m'expliquer avec lui dans sa propre maison, cher vieux. La voix même de Daisy y est différente, en effet. Une voix impudique, arrogante. Elle semble pleine. Je cherchais le mot juste. Elle a la voix pleine d'argent, dit-il soudain. C'était vrai. Je ne l'avais pas compris jusque-là. Pleine d'argent, d'où sa fascination, le charme envoûtant des modulations, ce cliquetis, ce frémissement de cymbales. Lointaine, en son palais de marbre, fille du roi, princesse d'or. Tom sortit de la maison, enveloppant une bouteille dans une serviette. Daisy et Jordan suivaient, coiffés de ravissants petits chapeaux en tissu argenté, des capes légères sur le bras. « Voulez-vous que nous prenions ma voiture ?» proposa Gatsby. Il toucha le cuir vert des sièges qui étaient brûlants. « J'aurais dû la garer à l'ombre. »« Le changement de vitesse est standard ?» demanda Tom. « Oui. »« Alors, prenez mon coupé et laissez-moi conduire votre voiture. » Suggestion qui fut loin d'enthousiasmer Gatsby. Il chercha une échappatoire. « J'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'essence. »« Le réservoir est plein, » dit Tom d'un ton sec. Il vérifia la jauge. « Si j'en manque, je m'arrêterai dans une pharmacie. On trouve tout ce qu'on veut aujourd'hui dans les pharmacies. » Cette réflexion, apparemment anodine, provoqua un brusque silence. Daisy regarda Tom en fronçant les sourcils, et le visage de Gatsby prit une expression indéfinissable, que je ne connaissais pas, mais que je croyais pourtant reconnaître comme si, sans l'avoir jamais vue, quelqu'un me l'avait longuement décrite. « Viens, Daisy. » Tom la poussait avec nervosité vers la voiture de Gatsby. « Je t'emmène dans cette roulotte de cirque. » Il ouvrit la portière, mais elle se dégagea. « Prends Jordan et Nick avec toi. Nous vous suivons dans le coupé. » Elle rejoignit Gatsby, lui posa la main sur le bras. Je montai donc avec Jordan dans la voiture de Gatsby. Après quelques tâtonnements, Tom parvint à embrayer, et nous sommes partis comme une flèche, dans la chaleur suffocante, laissant les autres loin derrière. « Tu as vu ?» me demanda Tom. « Vu quoi ?» Il me regarda et comprit, en un bref coup d'œil, que nous étions dans le secret, Jordan et moi, depuis longtemps. « Vous devez me prendre pour le dernier des demeurés. Je le suis peut-être. Mais je possède un don de double vue, qui me dicte de temps en temps l'attitude que je dois adopter. Libre à vous de ne pas croire à ces choses-là, mais la science... » Il n'alla pas plus loin. Le flot récurrent des contingences immédiates l'empêcha de sombrer dans les abysses de l'abstraction. « J'ai fait ma petite enquête concernant ce bonhomme, et je l'aurais poussé plus loin si j'avais su à temps. » Jordan voulut plaisanter. « Vous avez consulté un médium ?»« Un quoi ?» Il ne comprenait pas ce qui nous faisait rire. « Un médium ?»« Un médium ? Au sujet de Gatsby. » « Au sujet de Gatsby ? Bien sûr que non. Je vous ai dit que j'avais fait une petite enquête concernant son passé et... Et vous avez découvert que c'était un ancien d'Oxford, dit Jordan avec obligeance. Oxford ? Il refusait d'y croire. Oxford, à d'autres. Il porte un complet rose. Ça n'empêche rien. Alors c'est Oxford au Nouveau-Mexique, ou quelque chose comme ça. Il ricanait avec un tel mépris que Jordan perdit patience. Écoutez, Tom, si vous êtes snob à ce point, pourquoi l'inviter à déjeuner ? C'est Daisy qui l'a invité. Elle l'a rencontré avant notre mariage. Dieu sait où.
L'euphorie de la bière s'était dissipée. Nous nous sentions de plus en plus nerveux, et nous avons jugé plus sage de rouler en silence. Mais au moment où les yeux délavés du docteur T.J. Ecclesburg se sont dressés au-dessus de la route, j'ai cru bon d'évoquer la phrase de Gatsby concernant l'essence. « On a de quoi aller jusqu'à New York, » affirma Tom. « Mais il y a un garage tout près, » protesta Jordan. « Je ne tiens pas à tomber en panne et à mijoter dans cette bouilloire. » Tom fit jouer les freins avec emportement et nous avons atterri sur la piste de cendres, devant l'enseigne de Wilson, lequel mit longtemps à sortir de son garage et regarda notre voiture d'un œil morne. « Le plein !» gronda Tom. « Pourquoi pensez-vous qu'on s'arrête? Pour admirer le paysage ?»« Je suis malade !» répondit Wilson sans bouger. « Et t'es malade toute la journée. »« Comment ça ?»« Perds mes forces. »« Et alors? Vous attendez que je me serve moi-même? Tout à l'heure au téléphone, vous étiez en pleine forme. » Wilson s'arracha avec peine de la porte contre laquelle il s'adossait, qui lui faisait de l'ombre, et la respiration sifflante dévissa le bouchon du réservoir. Au soleil, son visage était vert. « Je ne pensais pas interrompre votre déjeuner, dit-il, mais j'ai besoin d'argent et je voulais savoir ce que vous comptiez faire de votre vieille voiture. »« Comment trouvez-vous celle-ci? Je l'ai achetée la semaine dernière. »« Très jolie jaune crème, » répondit Wilson en actionnant la pompe à essence. « Vous me l'achetez? Il y a toutes les chances. » Il eut un faible sourire. « Sérieusement, l'autre pourrait me rapporter un peu. »« Pourquoi avez-vous besoin d'argent tout d'un coup? »« Pour partir. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Ma femme et moi, on veut aller dans l'Ouest. » Ok, je me trompe de personnage depuis tout à l'heure. Génial. Mais du coup, je comprends pas du tout qui est en train de parler. C'est rare que je sois perdu comme ça. Attendez. Si, pourtant, là, c'est Wilson. Vous me l'achetez, il y a toutes les chances. Sinon... Alors là, je crois que c'est une situation inédite dans l'histoire de mes lectures. Je ne suis pas capable de dire qui est en train de parler du tout, là. L'autre pourrait me rapporter un peu. Pourquoi... Là, ça veut dire que c'est Wilson qui parle. Mais si là, c'est Wilson, c'est-à-dire que là, c'est Tom. Je comprends pas. Je suis troublé. Je suis troublé, désolé pour la longue pause dans le récit là, mais je ne comprends pas qui parle. Je ne pensais pas interrompre votre déjeuner, dit-il. Donc il, c'est Wilson. C'est dingue. Wilson s'arracha avec peine de la porte contre laquelle il s'adossait, qui lui faisait de l'ombre, et la respiration sifflante dévissa le bouchon du réservoir. Au soleil, son visage était vert. « Je ne pensais pas interrompre votre déjeuner, dit-il, mais j'ai besoin d'argent et je voulais savoir ce que vous comptiez faire de votre vieille voiture. »« Comment trouvez-vous celle-ci? Je l'ai achetée la semaine dernière. »« Très jolie jaune crème, » répondit Wilson en actionnant la pompe à essence. « Vous me l'achetez? »« Il y a toutes les chances. » Il eut un faible sourire. « Sérieusement, l'autre pourrait me rapporter un peu. »« Pourquoi avez-vous besoin d'argent tout d'un coup? »« Pour partir. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Ma femme et moi, on veut aller dans l'Ouest. » C'est là où je comprends pas. Il y a un changement de personnage que je ne comprends pas. Je suis vraiment désolé. Ça peut pas être Gatsby, parce qu'il est pas là. Ça peut pas être Daisy. Je vois mal comment ce serait Jordan ou... Je vois mal comment ce serait Jordan ou même Nick Carraway. Je vais passer sur ce passage. Enfin, je vais continuer à lire et puis voilà, tant pis, il y a un truc bizarre. Mais soit c'est moi qui ai vraiment pas compris, soit il y a une coquille dans l'œuvre de Fitzgerald, soit il y a une coquille dans l'édition, soit il y a une coquille dans la traduction. Mais en tout cas, il y a quelque chose de pas net là-dedans. Bref, du coup je reprends, et désolé si ça n'a aucun sens à ce moment-là. « Votre femme? Répéta Tom, la voix rauque.
10 ans qu'elle en parle. Il s'appuya contre la pompe un instant en se protégeant les yeux. Maintenant, qu'elle dise oui ou non, elle ira. Je l'emmène loin d'ici. Le coupé apparut en scintillant dans un nuage de poussière et l'éclair d'une main nous adressa un petit signe d'adieu. Je vous dois combien demanda Tom. Depuis 2 jours, j'ai découvert une chose bizarre, continua Wilson. C'est pour ça que je veux partir. C'est pour ça que je vous ai dérangé pour la voiture. Je vous dois combien 1,20 $. Il faisait si chaud que je n'avais plus les idées très claires, et j'ai mis un peu de temps à comprendre que les soupçons de Wilson ne s'étaient pas encore portés sur Tom. Il avait découvert, 2 jours plus tôt, que Myrtle menait une autre vie, dans un autre monde, en dehors de lui, et cette découverte l'avait rendu malade. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Tom, qui avait fait 1 heure plus tôt la même découverte à ses dépens. Et je me suis dit qu'au-delà de la race et de l'intelligence, il n'existait entre les humains qu'une seule différence essentielle, les malades et les bien portants. Wilson était tellement malade qu'il faisait figure de coupable, et de coupable sans rémission possible, comme s'il venait d'engrosser une pauvre fille. Je vous donne ma voiture à vendre, dit Tom. On vous la portera demain. Malgré la lumière implacable de l'après-midi, cet endroit gardait quelque chose d'inquiétant, et j'ai soudain tourné la tête comme averti d'une obscure menace. Surmontant la vallée de cendres, les yeux démesurés du docteur T.J. Eichelberg continuaient leur surveillance, mais j'ai pris conscience au bout d'un instant que d'autres yeux, à quelques pas, nous observaient intensément. Le rideau d'une des fenêtres s'était écarté au-dessus du garage, et Myrtle Wilson regardait la voiture, avec une telle attention qu'elle en oubliait qu'on pouvait la voir, et les émotions se succédaient sur son visage comme les détails d'une photographie sous l'effet du révélateur. Son expression me parut étrangement familière, une expression que j'avais souvent vue sur le visage d'autres femmes, mais sur le visage de Myrtle Wilson, elle me semblait incongrue, sans objet, jusqu'au moment où je compris que ses yeux, dilatés de peur et de jalousie, ne se posaient pas sur Tom, mais sur Jordan Baker, qu'elle prenait pour sa femme. Et il y a une pause dans le récit à cet endroit. C'est là que je décide de faire ma pause dans ma lecture. Je suis vraiment troublé, mais bon, on va en reparler peut-être. On passe. Hop. On passe à la pause, les amis. Je suis vraiment troublé là. Et bonsoir Justin. Ça fait longtemps qu'on ne s'était croisés. D'ailleurs, Artemis aussi. Euh, bonne année à tous. Bonne année à tous. On n'est pas encore le 1er février. J'ai encore le droit de le dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez à peu près accroché à tout ce que je viens de lire parce que là, je trouve que c'était beaucoup moins clair. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis moins dans le mood que les fois précédentes. Comme je vous disais, je suis quand même assez fatigué. Et je sens mon dîner me peser sur le bide, donc ça n'aide pas à faire une lecture de qualité. Et puis j'ai l'impression d'être moins concentré que d'habitude, etc. Donc voilà, ça joue peut-être malheureusement. Mais quand même, il y a un mystère là dans la page juste avant. C'est la première fois en 5 ans de lecture que ça m'arrive. Je suis incapable, même après 5 relectures, de dire quel personnage est en train de parler et je ne comprends rien à ce dialogue. Ce qui est pourtant très étonnant puisque jusqu'à présent je vous ai toujours dit que au contraire je trouvais que Fitzgerald était très doué pour les dialogues et que je les trouvais très naturels et qu'on savait toujours qui était en train de parler. Les transitions étaient vachement bien foutues parce qu'elles semblent ouais, très, très réalistes en fait. Les personnages parlent vraiment comme un personnage pourrait, comme une personne pourrait parler dans la vraie vie. Il y a des tics de langage, même presque des mimiques, en fait c'est ça, on entend presque les mimiques dans les paroles. C'est ça qui est fort. On voit complètement le ton ou l'hésitation ou ce genre de choses qu'il pourrait y avoir dans la voix dans une discussion normale. Donc c'est pour ça que je suis très très étonné d'avoir été si perturbé par ce dialogue et bah, encore maintenant de ne pas trop comprendre. C'est très très bizarre. Je me demande s'il n'y a pas juste un tiret de dialogue qui a été oublié à un moment ou quelque chose comme ça. Euh, C'est vraiment bizarre. C'est trop bizarre, je comprends pas.
Je comprends pas. C'est vraiment les deux phrases sérieusement, l'autre pourrait me rapporter un peu. Pourquoi avez-vous besoin d'argent tout d'un coup qui m'étonne énormément parce que ça sous-entend que la voiture, elle serait pas à Tom, mais elle serait à Wilson. Et du coup, je ne comprends pas comment ça s'agence. Bref, passons sur ce passage. Ça va me perturber très longtemps ce truc-là parce que bah voilà, je suis comme ça. J'ai tendance à buter sur des choses. Donc ça va me perturber ce passage et je vais continuer à y réfléchir et à me dire mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Euh, mais je vais essayer d'en faire abstraction un maximum, sinon je vais plus profiter du reste. C'est assez triste et intéressant de voir comment tu es en train de se goupiller la scène, de voir que Daisy et Gatsby arrivent à se retrouver seuls et à mettre Tom de côté, de voir que Tom n'est pas dupe et se rend compte exactement de ce qui est en train de se jouer sous ses yeux, que Jordan et Gatsby, il sait qu'ils sont dans la confidence depuis longtemps. Enfin, toute cette ambiance est hyper malsaine et je trouve va super bien avec l'ambiance de superficialité qui est décrite depuis le début du livre, je trouve. Et, euh, et le fait que la situation soit en plus mise en abîme par cette... bah, de toute façon, c'est ce que ça veut dire mise en abîme, mais bon, bref. Par ce dédoublement de situation, le fait que ils vivent cette situation et qu'ils vivent aussi cette situation en étant dans la position de Gatsby vis-à-vis de Wilson, avec la femme de Wilson, donc Myrtle, ça crée des schémas miroirs, ça crée des patterns miroirs qui font que c'est un sacré schmilblick en ce moment. Et en même temps, il y a ce truc de flou artistique sur, bon bah, est-ce qu'on peut vraiment plaindre quelqu'un? Est-ce qu'on peut vraiment accuser quelqu'un? Est-ce que ils sont pas tous en train de jouer à un jeu de dupe et est-ce qu'au final ils l'acceptent pas tous? Euh, Est-ce que vraiment d'aucun d'entre eux ne peut se plaindre ou quoi que ce soit? J'ai même eu l'impression que Gatsby se rendait bien compte que Tom avait compris, vu qu'il était mal à l'aise, etc. Et j'ai aussi l'impression que Daisy se rendait compte du truc. Donc au final, j'ai vraiment l'impression que tout est en non-dit, alors que tout le monde est clairement au courant de la situation. Ce qui peut ouais, amener une ambiance hyper malsaine, je trouve. En plus, alors est-ce que ça a été voulu? A priori, oui, puisque Daisy a l'air d'avoir prémédité le truc. Mais le fait que la fille de Daisy se ramène et rencontre un peu tout le monde et tout, je sais pas. Je trouve que ça crée des situations ultra tendues et ultra étranges. Typiquement le genre de situation où je serais pas où me foutre, quoi. Où je serais au milieu de tout le monde et où je serais en mode Oh, dame! Ils ont tous des choses à cacher les uns aux autres, c'est l'enfer. Je ne peux rien dire. Enfin, voilà, il y a un truc une ambiance très glauque, je trouve, très très étrange. Mais c'est intéressant. Maintenant, j'attends surtout de voir comment cette situation va se démêler. Est-ce que justement elle va se démêler de manière un peu élégante ou est-ce qu'elle va exploser en plein vol? Est-ce que ça va faire des étincelles et que tout le monde va se prendre la tête, que tout le monde va repartir dans son coin? Je sais pas. Il y a quelque chose de fort étrange dans tout ça qui ne présage rien de bon, je pense. Je pense que ça va partir vraiment en couille. Bref, au final, j'ai pas l'impression d'avoir lu énormément, donc je vais reprendre assez rapidement. Et puis je suis reparti pour 14 pages, donc environ 20 minutes de lecture, je dirais. Je me relance très vite parce que, comme je vous le disais, je me sens pas forcément dans les meilleures circonstances ce soir. Même pour les voix, c'est une œuvre qui est très compliquée, je trouve, à gérer pour moi à voix haute, à de multiples égards, mais notamment parce que c'est une œuvre qui s'inscrit dans une certaine réalité, ou en tout cas une représentation assez fidèle de la réalité, d'une réalité possible, on va dire.
Ce qui fait que le ton global et voilà le genre, etc., fait que j'ai pas envie de. Je trouve que ça ne se prête pas à des fantaisies gigantesques. Donc voilà, quand on a Wilson, je me permets de faire une voix un petit peu différente, etc. Et voilà, c'est pas très grave. Par contre, quand on a les discussions de plein de personnages ensemble, bah, je me dis c'est des personnages réels, donc ils peuvent avoir des voix différentes, mais ils vont pas commencer à parler comme ça. Voilà, j'ai pas envie de forcer le trait, j'ai pas envie de faire des voix complètement ridicules. Euh, sur certaines autres œuvres, ça se fait plus facilement. Par exemple, je sais pas moi, Alice au Pays des Merveilles, je faisais des voix vraiment plus fantaisistes, on va dire. Là, je trouve que ça s'y prêterait pas trop. Et du coup, j'avoue que vu qu'il y a pas mal de personnages et que dans les dialogues et que les dialogues sont très présents en fait, c'est difficile pour moi de tenir les voix sur les lives différents et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que malgré tout ça, vous arrivez à vous y retrouver et à rattacher les wagons et à savoir qui est en train de faire quoi. Et ouais, que ça nuit pas trop à votre compréhension de l'histoire. Coucou petite Sab, bonsoir, bienvenue sur le live. Allez, je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Je suis reparti pour 14 pages et ce sera la dernière pause de ce soir avant une plus petite partie de 10 pages. Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi Théo. Je me fous des baffes en live de plus en plus souvent. Je sais pas si c'est ouf. Bref, on est parti. Chapitre 7, suite. Il n'y a pas de plus grand désarroi que celui d'un esprit candide, et quand nous sommes repartis, Tom sentit se lever en lui un vent de panique. Sa femme et sa maîtresse, qu'il considérait une heure plus tôt comme infaillibles et inviolables, prenaient soudain la fuite, chacune de son côté, en échappant à son contrôle. Son premier réflexe fut d'écraser l'accélérateur et de retrouver Daisy au plus vite, tout en s'éloignant de Wilson. Nous avons donc traversé Astoria à près de 50 à l'heure, jusqu'au moment où le coupé bleu, qui roulait à petite allure, apparut entre les pylônes du métro aérien. Il fait toujours très frais dans les grands cinémas qui entourent les 50e rues, dit Jordan. J'adore ces après-midi d'été à New York, quand il n'y a personne. Ils ont quelque chose de sensuel, d'un peu trop mûr, comme toutes sortes de fruits exotiques qui vous tomberaient soudain dans les mains. Le mot sensuel sembla raviver le désarroi de Tom, mais il n'eut pas le temps de protester, car le coupé venait de s'arrêter, et Daisy nous faisait signe de nous ranger à ses côtés. Où va-t-on? Que dirais-tu d'un cinéma? Trop chaud, soupira-t-elle. Allez-y, nous on fait juste un petit tour et on se retrouve plus tard. Et dans un effort pour paraître drôle, on se retrouve au coin de la rue. Je suis l'homme qui fume de cigarettes. Impossible de s'entendre, cria Tom, car un énorme camion klaxonnait dans notre dos. Suivez-moi jusqu'à l'entrée sud de Central Park, face au plaza. Il tournait sans arrêt la tête pour s'assurer qu'ils nous suivaient, et lorsqu'ils se perdaient dans la circulation, il freinait en les attendant, craignant peut-être qu'ils ne profitent de la première rue latérale pour sortir à jamais de sa vie. Mais ils nous ont suivis jusqu'au bout, et nous nous sommes lancés en chœur dans d'extravagantes démarches pour louer l'une des suites du plaza. Le détail des interminables et orageuses négociations qui nous ont permis d'échouer dans cette pièce m'échappe aujourd'hui complètement. Je n'ai qu'un souvenir, une sensation physique. Mes sous-vêtements qui me collaient à la peau comme des serpents, et la petite rigole de transpiration qui me coulait dans le dos. L'idée de départ suggérée par Daisy était de louer 5 salles de bain pour nous offrir chacun un bain froid. Mais elle se transforma en quelque chose de plus concret. Un lieu où siroter un mint julep. Et nous avons discuté tous ensemble avec un réceptionniste ahuri, en croyant, ou feignant de croire, que nous étions très spirituels. C'était une grande pièce étouffante. En ouvrant les fenêtres, et bien qu'il soit plus de 4 heures, nous n'avons eu droit qu'à une bouffée d'air chaud montant des feuillages de Central Park. Daisy s'approcha d'un miroir et se recoiffa en nous tournant le dos. C'est une suite pour grosses légumes, murmura Jordan avec déférence, et tout le monde a ri. Qu'on ouvre une fenêtre, ordonna Daisy sans se retourner. Il n'y en a pas d'autre. Alors qu'on téléphone à la réception pour qu'elle nous fournisse une hache Tom intervint, exaspéré. Ça suffit avec ta chaleur, oublie-la.
Plus tu en parles, plus on a du mal à le supporter. » Il déplia la serviette, en sortit la bouteille de whisky qu'il posa sur la table. « Pourquoi lui parlez-vous sur ce ton, cher vieux ?» demanda Gatsby. « C'est vous qui avez insisté pour venir en ville. » Il y eut un silence. Puis l'annuaire du téléphone se détacha de son crochet et tomba sur le tapis. Jordan murmura « Excusez-moi », mais personne n'a ri. J'ai voulu me lever. « Je vais le ramasser. »« Laissez, » dit Gatsby. Il examina le crochet, émit un « lourd d'incertitude et lança l'annuaire sur une chaise. « C'est une de vos expressions favorites, il me semble, » dit Tom d'un ton cassant. « Laquelle ?»« Cher vieux, où avez-vous pêché ça ?»« Attention, Tom. » Daisy s'était retournée. « Pas de réflexion personnelle, sinon je m'en vais sur le champ. Demande plutôt à la réception qu'on nous apporte de la menthe fraîche. » Tom décrocha le récepteur. L'atmosphère étouffante se transforma soudain en une explosion de musique, et les accords majestueux de la marche nuptiale de Mendelssohn arrivèrent jusqu'à nous de la salle de bal. « Oh » soupira Jordan sur un ton lugubre. « Épouser quelqu'un par un temps pareil. »« Attends, mais je me suis mariée à la mi-juin, » dit Daisy. « Louisville, à la mi-juin, souviens-toi. Quelqu'un s'est trouvé mal. Qui s'est trouvé mal ? Tom. »« Biloxi, » répondit-il très vite. « Un certain Biloxi. On le surnommait Biloxi la caboche, et il taillait des cabochons. C'est absolument vrai, et il était de Biloxi, dans le Tennessee. »« On l'a transporté chez nous, » enchaîna Jordan, « parce que nous habitions à 2 pas de l'église. Il s'est incrusté 3 semaines, et mon père a fini par le mettre à la porte. Et le lendemain du jour où il est parti, mon père est mort. » Elle ajouta, après une brève hésitation, comme si ce qu'elle venait de dire pouvait paraître inconvenant. « Ce n'était qu'une coïncidence. » J'ai tenté de poursuivre la conversation. « Il me semble que j'ai connu un Bill Biloxi de Memphis. C'était son cousin. Avant qu'il s'en aille, j'ai eu droit à une généalogie détaillée, et il m'a offert un putter en aluminium avec lequel je joue encore. » L'orchestre s'était tu pendant la cérémonie. Il y eut soudain de longues acclamations suivies de hurrahs frénétiques et des premières mesures de jazz qui ouvraient le bal. « Nous nous faisons vieux, » soupira Daisy. « Si nous étions encore jeunes, nous nous lèverions pour danser. »« Souviens-toi de ce qui est arrivé à Biloxi, » dit Jordan. « Et à Tom, comment l'avez-vous connu ? Biloxi » Il fit un effort pour se souvenir. « Je ne le connaissais pas. C'était un ami de Daisy. »« Pas du tout, » protesta-t-elle. « Je ne l'avais jamais vu. Il est arrivé dans l'un des wagons réservés. »« Peut-être, mais il a prétendu qu'il te connaissait, qu'il t'avait connu à Louisville. Asa Bird nous l'a confié à la dernière minute en nous demandant si nous avions une place pour lui. » Jordan souriait. « Il essayait sans doute de voyager gratis. Il m'a dit à moi qu'il avait été votre délégué de classe à Yale. »« Biloxi ?» Nous nous sommes regardés, Tom et moi, stupéfaits. « De toute façon, nous n'avions pas de délégué de classe. » Gatsby frappait nerveusement du pied, comme pour attirer l'attention, et Tom se tourna vers lui. « À propos, monsieur Gatsby, j'ai cru comprendre que vous étiez un ancien d'Oxford. »« Pas tout à fait. J'ai cru comprendre en tout cas que vous étiez allé à Oxford. »« J'y suis allé, c'est exact. » Un silence, puis Tom, ironique, insultant. « À la même époque sans doute où Biloxi était à Yale. » Nouveau silence. On frappa à la porte. Un valet de chambre entra avec des feuilles de menthe flétries et de la glace pilée, mais ni son merci murmuré, ni le bruit étouffé de la porte qui se refermait ne réussirent à rompre le silence. Ce point capital allait être enfin éclairci. « J'y suis allé, je vous l'ai dit. J'ai bien entendu. J'aimerais savoir à quelle époque. »« En 1919. Je n'y suis resté que 5 mois. Je ne peux donc pas dire que je suis un ancien d'Oxford. » Tom se tourna vers nous, pour savoir si nous partagions son incrédulité, mais nous regardions tous Gatsby. « Une occasion qui s'est présentée après l'armistice. Un certain nombre d'officiers ont eu le droit de s'inscrire à l'université de leur choix, en France ou en Angleterre. » Et j'ai eu envie de le rejoindre et de lui donner une tape amicale sur l'épaule. Je retrouvais cette absolue confiance en lui que j'avais déjà éprouvée. Daisy se leva, avec une ombre de sourire, et s'approcha de la table. « Débouche ce whisky, Tom. Je vais te préparer un mint julep. Tu te sentiras peut-être un peu moins ridicule après ça. Oh, ces feuilles de menthe, dans quel état ?»« Une seconde !» aboya Tom. « J'ai encore une question à poser à monsieur Gatsby. »« Faites, » dit Gatsby très courtois. « Quel genre de grabuge cherchez-vous à provoquer chez moi ?»
Il se trouvait enfin à découvert, et Gatsby en était heureux. « Il ne veut rien provoquer du tout !» Daisy les regardait l'un et l'autre, effrayés. « C'est toi qui le provoque. Garde ton sang-froid. »« Mon sang-froid » répéta Tom avec stupeur. « Si je comprends bien, pour être à la mode, il faudrait que je reste assis et que je laisse monsieur n'importe qui, venu de n'importe où, faire l'amour à ma femme. Si vous avez ça en tête, ne comptez pas sur moi. Aujourd'hui, on bafoue ouvertement la vie de famille et les institutions qui la protègent. Demain, on jettera tout par-dessus bord et on verra des mariages entre blancs et noirs. » Enivré par son propre réquisitoire, il se voyait comme l'ultime combattant dressé sur l'ultime rempart de notre civilisation. « Nous sommes tous blancs ici, » murmura Jordan. « Je suis vieux jeu, et je le sais. Je ne donne pas de grandes soirées. Pour se faire des amis aujourd'hui, j'imagine qu'il faut transformer sa propre maison en cloaque. » Aussi irrité que je puisse l'être, et nous l'étions tous, j'avais du mal à m'empêcher de rire chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Le parfait libertin se changeait soudain en dévot. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, vieux frère, » commença Gatsby. Mais Daisy, éperdue, lui coupa la parole. « Non, par pitié, ne dites rien. Rentrons à la maison. Rentrons tous à la maison. Vous voulez bien ?» Je me suis levé. « Excellente idée. Viens, Tom, plus personne n'a envie de boire. Moi, j'ai envie de savoir ce que M. Gatsby a de si important à me dire. Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. Elle m'aime. »« Vous êtes complètement fou, » répondit Tom machinalement. Mais Gatsby s'était levé, dans un grand élan passionné. « Elle ne vous a jamais aimé, vous m'entendez ? Elle vous a épousé parce que je n'avais pas d'argent et qu'elle ne pouvait plus attendre. C'est une erreur, une terrible erreur, mais dans son cœur, elle n'a jamais aimé que moi. » Nous avons alors voulu disparaître. Jordan et moi, mais Tom et Gatsby ont insisté l'un et l'autre avec la dernière énergie pour que nous restions, comme s'ils n'avaient rien à cacher, et qu'éprouver leurs émotions par personne interposée était un immense privilège. « Daisy, » dit Tom, « assieds-toi. » Il tentait sans y parvenir de prendre une voix paternelle. « Que s'est-il passé? Je veux tout savoir. »« Je viens de vous dire ce qui s'était passé, » répondit Gatsby. « Ce qui se passe depuis 5 ans, à votre insu. » Tom se tourna vers Daisy. « Tu as vu cet individu pendant 5 ans ?»« Non, elle ne m'a pas vu. C'était impossible de nous rencontrer. Mais nous nous sommes aimés tout ce temps-là, cher vieux, et vous n'en saviez rien. Il m'arrivait de rire parfois. Il n'y avait pourtant aucune trace de gaieté dans ses yeux, en pensant que vous n'en saviez rien. »« Oh » murmura Tom. « C'est tout ?» Il se renversa sur sa chaise, posa ses larges mains l'une contre l'autre, comme un clergyman se tapota le bout des doigts. « Vous êtes complètement fou. Ce qui s'est passé il y a 5 ans ne me regarde pas. Je ne connaissais pas Daisy à l'époque. Et depuis, vous n'avez pas pu l'approcher de près. J'en donne ma tête à couper, à moins de déposer vous-même nos commandes d'épicerie devant la porte de service. Tout le reste est faux. Un sacré tissu de bon Dieu de mensonges. Daisy m'aimait quand elle m'a épousé. Elle m'aime toujours. » Gatsby secoua la tête. « Non. Je vous dis qu'elle m'aime. Mais il lui prend de temps en temps de petites lubies, et elle ne sait plus ce qu'elle fait. » Il hocha le menton comme un vieux sage. « Moi aussi, qui plus est, j'aime Daisy. Il m'arrive de faire un peu la bringue et de me conduire comme un imbécile, mais je lui reviens toujours, et dans mon cœur, je ne cesse jamais de l'aimer. »« Tu es révoltant, » dit Daisy. Elle se tourna vers moi. « Sais-tu pourquoi nous avons été obligés de quitter Chicago ?» Sa voix était descendue d'une octave, et remplissait la pièce d'un mépris pathétique. « Je m'étonne que personne ne t'ait raconté la véritable histoire de cette bringue dont il parle. » D'un mouvement rapide, Gatsby se plaça derrière elle. « C'est le passé, Daisy. Ça n'a plus d'importance. Dites-lui simplement la vérité, que vous ne l'avez jamais aimé, et tout sera terminé à jamais. » Elle le regarda, l'air absent. « Comment ça? L'aimer? Comment pourrais-je? » ?»« Vous ne l'avez jamais aimé. » Elle hésita. Ses yeux se posèrent sur Jordan et sur moi, comme si elle cherchait de l'aide en comprenant soudain ce qu'elle était en train de faire, et comme si, depuis le début, elle n'avait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit. Mais c'était fait. C'était trop tard. « Je ne l'ai jamais aimé, » finit-elle par dire, presque malgré elle. Tom lui demanda brusquement. « Pas même à Kapiolani ?»« Non. » Des accords assourdis, étouffés, montaient par moments de la salle de bal, à travers la fournaise. « Pas même le jour où je t'ai prise dans mes bras, en descendant du punch-bowl, pour t'éviter de mouiller tes chaussures. » Il avait comme une tendresse enrouée dans la voix. « Daisy !»« Je t'en prie. » Elle répondait sur un ton glacial,
mais toute son amertume semblait effacée. Elle regarda Gatsby. « Voilà, Jay. » Elle tenta d'allumer une cigarette. Sa main tremblait. Brusquement, elle jeta la cigarette et l'allumette encore enflammée sur le tapis. « Oh !» s'écria-t-elle. « Vous m'en demandez trop. C'est vous que j'aime maintenant. Ça ne vous suffit pas. Le passé existe, je n'y peux rien. » Désemparée, elle se mit à pleurer. « J'ai aimé, Tom, mais je vous ai aimé aussi. Mais je vous aimais aussi. » Gatsby écarquilla les yeux, les referma. « Vous m'aimiez aussi ?»« Elle ment. Là encore, dit Tom avec férocité. Elle ne savait même pas si vous étiez vivant. Il s'est passé beaucoup de choses entre Daisy et moi, des choses que vous ignorerez toujours, des choses que vous n'oublierez, des choses que nous n'oublierons jamais l'un et l'autre. » Chaque mot atteignait Gatsby comme une morsure. « Laissez-moi lui parler en tête à tête. Elle est trop bouleversée. »« Même en tête à tête, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas aimé Tom, » avoua-t-elle d'une voix désespérée. « Ce serait faux. »« Absolument faux, » reconnut Tom. Elle se tourna vers lui. « Comme si ça comptait pour toi. »« Ça compte. Bien sûr que ça compte. Tu vas voir. À partir de maintenant, je vais prendre le plus grand soin de toi. » Gatsby sembla perdre pied. « Vous n'avez pas compris. Vous ne prendrez plus jamais soin d'elle. »« Ah non !» Tom se mit à rire. Il avait retrouvé tout son aplomb. « Et pourquoi ça ?»« Daisy vous quitte. »« Absurde. »« C'est pourtant vrai, » dit-elle avec difficulté. « Elle ne me quitte pas. » Et soudain il écrasa Gatsby de son mépris. « Sûrement pas pour un vulgaire petit escroc qui ne pourra lui passer une bague au doigt qu'en la volant. »« Assez. Assez !» cria Daisy. « Allons-nous-en. Je t'en prie, allons-nous-en. » Mais Tom était lancé. « Qui êtes-vous en réalité ? Un des hommes de paille qui gravitent autour de Meyer Wolfsheim. Voilà ce que j'ai découvert. J'ai mené une petite enquête concernant vos affaires. Je compte la poursuivre dès demain. »« À votre aise, cher vieux, » répondit Gatsby très calme. « Je sais où se trouvent vos fameuses pharmacies. » Il se tourna vers nous, expliqua très vite. « Ce Wolfsheim et lui ont acheté une chaîne de petites pharmacies de quartier ici et à Chicago, et ils vendent de l'alcool sous le comptoir. Un de leurs trafics parmi d'autres. Le premier jour où je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé qu'il était bootlegger. Mon instinct ne m'a pas trompé. »« Et alors ?» demanda Gatsby, toujours aussi calme. « Votre ami Walter Chase n'a pas eu honte de s'en mêler, il me semble. »« Et vous l'avez laissé carrément tomber. Il a croupi un mois en prison, dans le New Jersey. J'aimerais que vous entendiez Walter parler de vous. » Quand il est venu nous voir, il était complètement fauché. Il a été très heureux de ramasser un peu d'argent, cher vieux. « Je vous interdis de m'appeler cher vieux. » Gatsby ne répondit pas. « Walter aurait pu vous coincer sur la réglementation des jeux, mais Wolfsheim l'a tellement menacé qu'il a préféré ne rien dire. » J'aperçus de nouveau sur le visage de Gatsby cette expression indéfinissable qu'il me semblait reconnaître. « Cette histoire de pharmacie n'est rien, de la broutille, » reprit Tom, et cette fois il pesait ses mots. « Mais vous êtes sur une autre affaire, dont Walter lui-même a eu peur de me parler. » J'ai regardé Daisy qui se tenait debout, affolée, entre Gatsby et son mari. Puis je regardai Jordan, qui s'ingéniait à faire tenir en équilibre sur la pointe de son menton un objet invisible. Et j'ai regardé Gatsby. L'expression de son visage m'a impressionné. Elle m'a fait penser, et je l'avoue au mépris de toutes les rumeurs qui couraient ces jardins, elle m'a fait penser à quelqu'un qui a tué un homme. Aussi incroyable qu'elle soit, c'est pour moi la seule façon de décrire l'expression qu'a gardée un instant son visage. Elle s'est effacée et il a parlé à Daisy. Il lui a parlé avec véhémence, niant tout, défendant son honneur contre des accusations qui n'avaient pas été formulées. Mais à chaque mot, elle se repliait davantage, et il n'a plus rien dit. Et pendant que l'après-midi touchait à sa fin, seul le rêve mort continua de se débattre, de chercher à rejoindre ce qui se trouvait désormais hors d'atteinte, luttant avec souffrance, avec acharnement, dans les moindres recoins de la pièce, pour retrouver la voix perdue. Voix qui implora de nouveau de partir. « Tom, rentrons. Je t'en supplie. C'est trop. » Quelles qu'aient été ses intentions, et quel qu'ait été son courage, on lisait dans ses yeux terrifiés qu'il n'en restait rien. « Vous rentrez tous les deux, » dit Tom, « dans la voiture de M. Gatsby. » Elle le regarda, et elle se sentit en danger, mais il la rassura avec un mépris triomphant. « Tu ne risques rien. Il te laissera tranquille. Il a compris que son prétention petit flirt était terminé. » Ils ont disparu sans un mot, rejetés, négligeables, étrangers à tout, comme des fantômes, même à notre pitié. Tom a fini par se lever.
Il a enveloppé dans la serviette la bouteille de whisky qui n'avait pas été débouchée. Qui en veut? Jordan, Nick? Je n'ai pas répondu. Il a insisté. Nick? Oui? Tu en veux? Non. Je viens à l'instant de me souvenir que c'est aujourd'hui mon anniversaire. 30 ans. La route menaçante, inquiétante d'une nouvelle décennie s'ouvrait devant moi. Il était 7 heures quand nous sommes repartis pour Long Island dans le coupé de Tom. Tom paraissait surexcité. Il parlait, il riait. Mais pour Jordan et moi, c'était une voix aussi indifférente que le brouhaha qui montait des trottoirs ou le grondement du métro aérien. La sympathie humaine a des limites, et nous nous sentions soulagés de laisser s'éteindre derrière nous, avec les lumières de la ville, l'éclat de leurs affrontements dramatiques. 30 ans. Promesse de 10 années de solitude, d'une liste d'amis célibataires qui n'ira qu'en s'amincissant, d'une réserve d'énergie qui n'ira qu'en s'appauvrissant, de cheveux qui n'iront qu'en s'éclaircissant. Mais Jordan était à côté de moi. Contrairement à Daisy, elle était assez sage pour ne pas s'encombrer d'âge en âge de rêves oubliés. Quand la voiture s'est engagée sur le pont, son visage s'est posé contre mon épaule avec lassitude, et le contre-coup des 30 ans s'est apaisé sous la calme pression de sa main. Et dans le crépuscule qui nous apportait un peu de fraîcheur, nous avons roulé vers la mort. Et il y a une découpe naturelle prévue par l'auteur à cet endroit, un saut de ligne. Donc j'en profite pour faire une autre pause. Nous passons à la dernière pause de ce soir, les amis. Ouh, ok. C'était mouvementé. C'était très mouvementé. C'était encore une fois pas facile. À la fois parce qu'il y avait beaucoup de dialogue, beaucoup de changements de personnages, mais à la fois parce qu'il y avait beaucoup d'émotions différentes, vives, de colère, de tristesse, etc. Ouais, on sent trop que les personnages se blessent. C'est super bien fait, je crois. Je crois de moins en moins à mon happy ending. Je suis d'accord avec toi. Le happy end semble bien loin, Sarah. Le happy ending, j'arrête pas de dire, c'est terrible. Bref. Le happy end semble bien loin. Euh, mais j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool. Je sais pas, c'est étrange parce que la colère des scènes de dispute, c'est pas forcément rare par exemple dans les films ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas tant de souvenirs d'avoir lu des scènes d'engueulade comme ça. Enfin, si en fait, si bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des scènes d'engueulade, mais souvent, je sais pas, c'est un peu peut-être faux cul ou j'en sais rien, c'est peut-être un peu sous cap ou j'en sais rien. Ou bien j'ai juste pas assez d'expérience de lecture ou juste je me fais une idée. Mais je sais pas. C'est peut-être aussi parce que là c'était particulièrement bien écrit, je trouve, encore une fois, parce que vraiment, je trouve qu'on sentait l'engueulade à fond. Je trouve qu'on sentait l'engueulade et qu'on comprenait tous les personnages. On comprenait à quel point les uns après les autres, euh, ils se cassaient, ils se blessaient, comme je disais. Je trouve que c'est la meilleure manière de le décrire. Ils se blessaient vraiment les uns après les autres. Ils étaient tous déçus, ils étaient tous piqués dans leur fort intérieur, dans leur ego. Ils étaient tous déçus, trahis, je dirais même. Je trouve qu'on sent énormément le sentiment de trahison qu'éprouve Gatsby, la détresse qu'éprouve Daisy qui n'ose pas forcément dire les choses dans un premier temps, et puis après qui se ravise, qui finit par tout dire, et puis qui préférait que tout le monde se sépare, que tout le monde aille dans son coin. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez brillant. D'assez brillant. Encore une fois, je trouve que Scott Fitzgerald est très doué dans les dialogues parce que là, vraiment, je trouve qu'on sent tout ce qui fait une dispute, tous les sentiments mêlés d'une dispute. À la fois la colère vive, etc., etc., mais aussi tous les sentiments sous-jacents à cela, tout ce que ça peut provoquer, toute la tristesse et presque la honte que ça peut apporter de se disputer, la honte de se rendre compte qu'on est en train de se donner en scène aussi. Il y a un peu, enfin, il y a plein de sentiments mêlés. Je trouve que c'était un melting pot de sentiments qui était très très bien vu et très très bien orchestré de la part de l'auteur.
J'ai beaucoup apprécié cette scène de dispute. Malheureusement, bon après, c'est aussi parce que je sais que plein d'entre vous m'ont dit maintes et maintes fois d'arrêter de m'excuser et ainsi de suite. Et en vrai de vrai, je suis assez d'accord avec vous parce que plus je m'excuse et plus ça, comment dire, plus ça tend à faire penser que je fais de la merde. Mais je n'y peux rien, j'ai l'impression d'avoir un sentiment d'honnêteté ou je sais pas comment dire, un devoir d'honnêteté avec vous, entre guillemets. Je trouve que ce soir, j'ai vraiment du mal à faire la lecture et que je lis pas bien. Et ça me déçoit un peu parce que j'aurais bien aimé mieux lire pour cette engueulade. Je trouve qu'elle aurait mérité une meilleure lecture. Je trouve qu'elle aurait mérité que je sois plus dans l'énergie et que je sois plus dans le truc, quoi. Que je sois moins fatigué, que je sois moins la voix cassée, le souffle court. C'est terrible comment je sens que j'ai le souffle court ce soir. Et je pense vraiment que c'est lié au fait que j'ai eu un gros dîner. Parce que je sais pas, ça me pèse sur l'estomac et je sens que je sens que je suis en train d'halter. Donc ouais, désolé, je ne manquerai plus à mon devoir. Autant que faire se peut à l'avenir. J'essaierai de ne plus faire des gros repas, de ne plus manger trop tard avant un live. Mais ouais, je peux pas toujours diriger complètement ma vie. Enfin bref, j'espère que la lecture est suffisamment qualitative pour que vous ayez quand même ressenti tout ce que cette scène avait à donner. Perso, je la trouve très intéressante. Très intéressante, très pleine d'humanité quelque part, parce que c'est aussi les blessures, la colère, etc. C'est pas des choses positives, mais c'est aussi ce qui nous rend très humains, je trouve. Enfin, ouais. Le délire de t'as pas dit les choses telles que tu aurais dû les dire, il y a eu des incompréhensions, tu ne corresponds plus à l'idéal que je m'étais fait de moi, que je m'étais fait de toi. Euh, Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, ouais, où en fait, c'est très sensible en fait. Tout le monde s'est blessé, tout le monde s'est blessé soi-même, a blessé l'autre, s'en veut de s'être blessé, s'en veut d'avoir blessé l'autre, est déçu, enfin, ouais, il y a des trucs comme ça, vraiment, qui viennent piquer la sensibilité de chacun, et je trouve ça très bien fait. Je trouve ça très bien fait. Alors, je ne sais pas, Zia, si tu dis mais non sur le fait que j'ai pas forcément bien lu, mais il me semble avoir déjà remarqué, Zia, que tu avais un petit délai avec le live. Donc je pense que tu as un délai et que c'était ça du coup. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu dis mais non. C'est vraiment tragique. Ah bah c'est triste là, c'est... Quoique... Ouais si c'est tragique de ouf. C'est tragique de ouf. C'est tragique et d'ailleurs c'est d'autant plus tragique que les tragédies grecques. Et qu'au début on a parlé au début du chapitre de... Alors je connais pas la mythologie euh, avec ce personnage. J'imagine que c'est un personnage. Mais au début, on parlait de la carrière de Trimalchion de Gatsby. Et donc ouais, je pense que clairement ça s'inscrit un peu dans la tragédie grecque, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu la descendance directe de la tragédie grecque, ouais. Ouais. Non mais bref, je pense que clairement c'est voulu comme quelque chose de tragique et encore une fois, je trouve ça très bien pensé. Je trouve ça très cinématographique. Je le vois complètement dans un film. Et je comprends pourquoi ça a été adapté en film. Parce que il y a un sens de la dramaturgie qui est assez balèze. J'aime beaucoup. Je n'aime pas Daisy, c'est vraiment une lâche et une profiteuse. Ah, ça, je pense que chacun aura son avis, Zia. Trimalchion ou Trimalchion est un personnage fictif du Satyricon, un roman attribué à l'auteur latin Pétrone. Il est passé d'esclave à riche affranchi car son maître lui a donné sa liberté, son argent et sa place de sénateur avant sa mort. Merci Wikipédia. Merci Sarah d'avoir été chercher sur Wikipédia. Et du coup, nous voilà à ce moment crucial de est-ce que, au final, Daisy va retourner avec Gatsby? Est-ce que Daisy va rester en quelque sorte avec Tom?
Est-ce que tout le monde va se séparer? Et surtout, quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur notre étrange personnage Gatsby? Est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un? Puisque le narrateur nous dit que, il a eu l'impression de voir le regard de quelqu'un qui aurait tué quelqu'un, qui a tué un homme, pour reciter ces mots. Et j'ai beaucoup aimé la fin du passage avec 30 ans. Tiens, je me souviens que c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 30 ans, machin, machin, enfin bref. Et de comparer la vie, que le narrateur compare sa vie avec la vie de ses amis au final, qu'il voit se développer devant ses yeux. Pareil, je trouve ça hyper marrant, et ça crée un décalage, ça crée un recul, et ça crée la possibilité de créer des petits discours philosophiques et tout, de montrer un peu de variété, de diversité, de montrer que on n'est pas tous soumis au même chemin, à la même destinée, si on continue à parler un petit peu de tragédie grecque. Hyper intéressant. J'aime vraiment beaucoup cette œuvre. Plus on avance et plus je l'apprécie, je crois. Alors que de base, ouais, de prime abord, j'aurais pas forcément dit que ça serait mon style. J'aurais cru que j'aurais trouvé ça sympa, mais sans plus. Là, je commence à vraiment beaucoup aimer. J'ai hâte de voir la suite et fin. Et on est parti. Je suis reparti pour 10 minutes, à peu près 15 minutes, en tout cas 10 pages de lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me suiviez sur Twitch ou sur YouTube. Et cette fois-ci, ça sera la fin du live. Sachant que la fin de l'histoire, elle, aura lieu mardi à 21h. Mais maintenant, je suis trop hypé, j'ai trop envie d'être mardi, là, j'ai trop envie, parce que on a déjà eu un petit peu le climax, je trouve. Je sais pas. Si ça se trouve, c'est pas le climax, même certainement pas. Ah bref, en tout cas, je suis trop hypé par la fin. Donc là, j'ai trop envie de voir la fin, j'ai trop envie de voir la fin. Et là, 10 pages, je sais que je ne serai pas rassasié, je sais que j'aurai pas tous les éléments que je veux avoir. Bref, je suis trop hypé de finir cette œuvre. Allez, on est parti. Chapitre 7. Suite et fin. Michaélis, un jeune grec qui tenait un café-restaurant en bordure de la vallée de Sambre, fut pour les enquêteurs le témoin principal. Vu la chaleur, il avait prolongé sa sieste jusqu'à 5 heures. Puis il avait été faire un petit tour au garage, et il avait trouvé George Wilson malade dans son bureau. Vraiment malade, aussi pâle que ses cheveux pâles, et claquant des dents. Michaélis lui avait conseillé de se mettre au lit, mais Wilson avait refusé, en disant qu'il risquait de perdre des clients. Pendant que Michaélis tentait de le convaincre, il avait entendu un grand remue-ménage au-dessus de sa tête. « C'est ma femme, » avait expliqué Wilson sans s'émouvoir. « Je l'ai enfermée là-haut. Elle ne bougera pas jusqu'à après-demain, et après-demain on s'en va. » Michaélis avait trouvé ça surprenant. Ils étaient voisins depuis 4 ans, et jamais il n'aurait cru Wilson capable d'une chose pareille. C'était quelqu'un de plutôt apathique. Quand il ne travaillait pas, il tirait une chaise devant sa porte et regardait passer les gens et les voitures sur la route. Si on lui parlait, il avait toujours un gentil petit rire anodin. Il était soumis à sa femme, sans aucune vie personnelle. Michaélis avait donc essayé de savoir ce qui se passait, mais Wilson n'avait rien voulu dire. Par contre, il s'était mis à regarder Michaélis de façon bizarre, soupçonneuse, et lui avait demandé ce qu'il faisait, tel et tel jour, à telle et telle heure. Michaélis commençait à se sentir mal à l'aise, mais comme un groupe d'ouvriers se dirigeait vers son restaurant, il en avait profité pour s'en aller, avec l'intention de revenir un peu plus tard. Il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Il avait oublié, voilà tout. Quand il était ressorti de chez lui, un peu après 7 heures, il s'était brusquement souvenu de cette conversation parce qu'il avait entendu la voix de Mrs. Wilson dans l'escalier du garage, une voix déchaînée, furibonde. « Bats-moi, vas-y !» hurlait-elle. « Oblige-moi à rentrer, bats-moi, sale petit trouillard !» Un peu plus tard, elle s'était mise à courir dans la poussière en agitant les mains et en poussant des cris. Avant qu'il n'ait eu le temps de franchir sa porte, c'était fini. La voiture de la mort, comme l'ont baptisé les journalistes, ne s'était pas arrêtée. Elle avait surgi de l'obscurité, avait tangué dangereusement un court instant avant de disparaître au premier tournant, et Michaélis n'avait pas eu le temps de voir sa couleur véritable. Il a déclaré au premier policier qu'elle devait être vert clair. L'autre voiture, celle qui roulait dans l'autre sens en direction de New York, s'était garée un peu plus loin. Son conducteur s'était précipité vers Myrtle Wilson, tuée sur le coup, repliée sur elle-même au milieu de la route, et son sang formait avec la poussière une tache épaisse et noirâtre.
Michaelis avait aidé ce conducteur à la relever, mais quand ils avaient écarté sa blouse, ils avaient découvert le sein gauche sectionné qui pendait comme un rabat. C'était donc inutile de chercher à savoir si son cœur battait encore. Elle avait la bouche grande ouverte, légèrement cisaillée à la commissure des lèvres, comme si elle s'était déchirée elle-même en libérant la vitalité prodigieuse qu'elle tenait en réserve depuis si longtemps. Nous avons aperçu de loin un petit attroupement et quelques voitures arrêtées. « Un carambolage !» a dit Tom en riant. « C'est parfait pour Wilson, ça va lui donner du travail. » Il a ralenti, sans intention de s'arrêter, mais en arrivant à hauteur du garage, quand il a vu le visage des gens massés devant la porte, des visages pétrifiés, immobiles, il a freiné d'instinct. « Allons jeter un coup d'œil, a-t-il dit, avec une certaine hésitation. « Juste un coup d'œil. » Nous sommes descendus du coupé. J'ai alors pris conscience d'une plainte étouffée, insistante, qui venait du garage et, plus nous approchions, plus elle se précisait, jusqu'à devenir « Oh mon Dieu !» indéfiniment répétée. Tom est devenu très nerveux. « Il a dû se passer quelque chose de grave. » Il s'est dressé sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus la tête des curieux. L'intérieur du garage était éclairé par une unique ampoule jaunâtre qui pendait du plafond et se balançait dans sa grille métallique. Il a soudain poussé un cri rauque et, de toute la force de ses bras, s'est frayé un chemin pour entrer. Le cercle s'est refermé derrière lui avec des protestations assourdies. Je n'ai rien pu voir pendant une minute. Puis de nouveaux venus ont fendu la foule à leur tour, et nous avons été projetés à l'intérieur, Jordan et moi. Le corps de Myrtle reposait sur l'un des établis, contre le mur. On l'avait enveloppée dans 2 couvertures, comme si, par une nuit si chaude, elle risquait de prendre froid. Tom, immobile, était penché sur elle. Il nous tournait le dos. Un peu plus loin, un motard de la police inscrivait des noms sur un petit carnet, en se trompant souvent. La plainte résonnait toujours dans le garage vide. Je n'ai pas compris tout de suite d'où elle venait. Puis j'ai aperçu Wilson, debout sur le seuil de son bureau. Il se retenait des 2 mains au chambranle et se balançait d'avant en arrière. Quelqu'un lui parlait à voix basse, cherchait de temps en temps à lui toucher l'épaule, mais Wilson ne voyait rien, n'entendait rien. Son regard se fixait sur l'ampoule jaunâtre, descendait lentement jusqu'à l'établi où reposait le corps le long du mur, puis remontait vers l'ampoule, décidément, puis remontait vers l'ampoule, et il répétait d'une voix horrible, aiguë, monotone. « Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu !» Tom a relevé la tête en sursaut. Il a regardé autour de lui, l'œil vitreux. Puis il a murmuré au policier quelques mots que je n'ai pas entendus. Le policier était en train d'épeler. M-A-V-O. Non, a corrigé l'homme qui l'interrogeait. M-A-V-R-O. Écoutez-moi, a dit Tom avec violence. Le policier continuait d'écrire. R-O-G. G. Il a levé les yeux en sentant la main de Tom lui secouer l'épaule. Oui, mon gars, qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir. C'est arrivé comment? Heurté par une voiture, tué sur le coup. Tué sur le coup? A répété Tom. Elle courait sur la route. Cet enfant de salaud ne s'est même pas arrêté. Michaelis est intervenu. Il y avait 2 voitures. Une qui venait, l'autre qui s'en allait, vous voyez? Qui s'en allait où? A demandé le policier avec vivacité. Chacune dans sa direction. Alors Il a voulu tendre la main vers les couvertures, mais a interrompu son geste. La main est retombée. Alors elle a couru dans ce sens-là, et la voiture qui arrivait de New York lui est rentrée en plein dedans. Elle devait rouler entre 30 et 40 à l'heure. Ça s'appelle comment, cet endroit? A demandé le policier. Ça n'a pas de nom. Un noir s'est approché. Très élégant, le teint clair. C'était une voiture jaune. Une très grande voiture jaune, toute neuve. Vous avez vu l'accident? Non, mais elle m'a dépassé sur la route. Elle roulait à plus de 40, au moins 50 ou 60. Venez là que je prenne votre nom. Écartez-vous tous, je vais prendre son nom. Wilson se balançait toujours sur le seuil de son bureau, mais il avait dû saisir quelques mots car un nouveau thème a surgi brusquement dans sa mélopée insistante. Pas besoin de me dire le genre de voiture que c'était. Je sais le genre de voiture que c'était. Je regardais Tom. J'ai vu très nettement les muscles de ses épaules se contracter sous sa veste. Il a rejoint Wilson très vite, lui a saisi les poignets. « Ressaisissez-vous,
a-t-il dit avec une sorte de douceur bourrue. Quand Wilson a reconnu Tom, il s'est dressé sur la pointe des pieds, et il serait tombé à genoux si Tom ne l'avait pas retenu. Écoutez-moi. Il le secouait légèrement. J'arrive à l'instant. J'arrive de New York. Je vous apportais la voiture dont nous avons parlé ensemble. Celle que je conduisais au début de l'après-midi n'est pas à moi, vous m'entendez? Je ne l'ai pas revue de toute l'après-midi. Nous n'étions que deux à pouvoir l'entendre, le noir et moi. Mais le policier a dû deviner quelque chose dans son ton de voix, car il s'est dressé, l'œil féroce. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sans lâcher Wilson, Tom a tourné la tête. Je suis un ami. Il dit qu'il connaît la voiture qui a fait ça, une voiture jaune. D'instinct, le policier a jeté sur Tom un regard soupçonneux. Quelle couleur, la vôtre? Bleu. Un coupé bleu. Je suis intervenu. Nous arrivons à l'instant de New York. Un automobiliste qui se trouvait derrière nous sur la route a confirmé mes dires, et le policier est revenu à son petit carnet. J'aimerais bien, si c'est possible, noter ce nom correctement. Tom a soulevé Wilson comme une poupée, l'a fait entrer dans son bureau, l'a assis sur une chaise, puis il est retourné à la porte. Quelqu'un pour rester avec lui, a-t-il ordonné. Il a attendu. Deux hommes qui étaient près de lui se sont regardés et sont entrés dans le bureau à contre-cœur. Tom a refermé la porte sur eux. Évitant de regarder l'établi, il a murmuré, en passant devant moi. Sortons d'ici. Il s'est de nouveau frayé un chemin à travers la foule qui augmentait sans cesse. Nous l'avons suivi, mal à l'aise. Nous avons croisé un médecin, convoqué une demi-heure plus tôt, dans un dernier espoir absurde, et qui arrivait, sa trousse à la main. Tom a conduit très lentement jusqu'au premier virage, puis il a accéléré à fond, et le coupé a bondi dans la nuit. J'ai cru entendre un peu plus tard une sorte de sanglot. Il avait le visage couvert de larmes. « Le bon Dieu d'enfant de salaud de lâche !» a-t-il murmuré. « Il ne s'est même pas arrêté. » Et la maison des Buchanan nous est apparue dans l'ombre mouvante des arbres. Tom s'est arrêté au portail. Il a regardé le second étage, où deux fenêtres brillaient dans la vigne vierge. L'appartement de Daisy. Nous sommes descendus de voiture. Il s'est tourné vers moi en fronçant les sourcils. « Oh, Nick, j'aurais dû te raccompagner à West Egg. Il n'y a plus rien à faire ce soir. » Un véritable changement s'était opéré en lui. Il avait la voix grave, précise. Nous avons gagné le perron en longeant l'allée de gravier blanche sous la lune. En quelques phrases brèves, il a tout décidé. « Je téléphone à un taxi pour qu'il vienne te chercher. En attendant, installez-vous dans la cuisine, Jordan et toi, et demandez qu'on vous prépare un petit souper. Si vous avez faim, bien sûr. » Il a ouvert la porte. « Entrez. » Je n'ai pas faim, mais je te remercie d'appeler un taxi. Je l'attends dehors. Jordan m'a touché le bras. « Vous n'entrez pas, Nick. »« Merci, non. » J'avais un début de nausée et je préférais être seul, mais Jordan a cru bon d'insister. « Il est à peine 9h30. » Plutôt l'enfer que de franchir ce seuil. J'en avais assez pour la journée, assez de tous ces gens-là. Et soudain de Jordan elle-même. Elle a dû en avoir l'intuition. Elle m'a tourné le dos, a monté les marches en courant, a disparu dans la maison. Je me suis assis quelques minutes, la tête dans les mains, puis j'ai entendu le téléphone qu'on décrochait et la voix du maître d'hôtel qui demandait un taxi. Je suis alors reparti lentement en direction de la route, car je préférais attendre près du portail. Je n'avais pas fait 20 pas quand on a prononcé mon nom. Gatsby a surgi entre deux buissons. Je devais être dans un état plutôt inquiétant, car je n'ai pensé qu'à l'éclat de son costume rose dans le clair de lune. « Que faites-vous ici ?»« J'attends, cher vieux. » J'ai flairé d'instinct quelque chose de suspect. Étant donné tout ce que je venais d'apprendre sur lui, il pouvait être sur le point de cambrioler la maison. Je n'aurais pas été surpris d'apercevoir les mines patibulaires des protégés de Volchim, derrière lui dans les forêts. Il m'a demandé, au bout d'une minute, « Avez-vous remarqué quelque chose sur la route ?»« Oui. » Il a hésité. « Est-elle morte ?»« Oui. » C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit à Daisy que je le pensais. Il vaut mieux encaisser le choc sur le champ. Elle l'a très bien supporté. À l'entendre, seule comptait la réaction de Daisy. J'ai regagné West Egg aussitôt, par la route du bord de mer. J'ai rangé la voiture au garage. Je ne pense pas qu'on nous ait vus, mais je n'en suis pas sûr. Il m'écœurait à tel point que le détromper m'a paru inutile. Qui est cette femme ? Elle s'appelle Wilson. Son mari est propriétaire du garage. Mais enfin, comment diable est-ce arrivé ? J'ai bien essayé de saisir le volant, mais
Il s'est interrompu, et j'ai compris la vérité. Daisy conduisait? Oui, a-t-il répondu après un silence. Je dirais que c'était moi, bien sûr. Elle était très nerveuse quand nous avons quitté New York. Elle pensait que conduire la calmerait. Et cette femme a surgi devant nous au moment précis où une autre voiture arrivait en sens inverse. Ça n'a duré qu'un éclair. Mais j'ai eu l'impression que cette femme nous connaissait, qu'elle voulait nous parler. En essayant de l'éviter, Daisy a foncé vers l'autre voiture, puis elle a perdu ses réflexes. Elle a de nouveau tourné le volant. À la seconde où je l'ai saisie, j'ai entendu le heurt. Elle a dû être tuée sur le coup. Le sein gauche ne dit rien. Il s'est mis à trembler. Daisy a accéléré brusquement. Je lui ai crié d'arrêter, mais elle ne pouvait pas. Alors j'ai tiré le frein à main. Elle s'est écroulée contre moi. J'ai pris sa place. Après un nouveau silence. Demain, elle ira tout à fait bien. J'attends simplement parce qu'après ce qui s'est passé cet après-midi, il risque d'être odieux avec elle. Elle s'est enfermée à clé dans sa chambre. S'il cherche à la brutaliser, elle doit me faire des signaux, en allumant et en éteignant sa lampe. Il ne lui fera rien. Il ne pense pas à elle en ce moment. Je n'ai aucune confiance en lui, cher vieux. Jusqu'à quand pensez-vous attendre? Toute la nuit s'il le faut. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils soient tous couchés. Une nouvelle inquiétude m'est venue. À supposer que Tom découvre la vérité, qu'il apprenne que Daisy conduisait. Il serait capable d'imaginer que l'accident n'était pas dû à un hasard, d'imaginer n'importe quoi. J'ai regardé la façade. Il y avait de la lumière à 2 ou 3 fenêtres du rez-de-chaussée, et sur la pelouse, le reflet rose de celle de Daisy. Attendez-moi là, je vais voir s'il y a un danger quelconque. Je suis revenu sur mes pas en longeant la pelouse, j'ai traversé sans bruit l'allée des graviers, et j'ai monté le perron sur la pointe des pieds. Les rideaux du salon étaient ouverts, mais la pièce était vide. J'ai traversé la véranda où nous avions dîné 3 mois plus tôt, une nuit de juin, et je me suis dirigé vers un petit rectangle de lumière en pensant que c'était sans doute la fenêtre de l'office. Le rideau était fermé, mais il y avait un léger interstice le long de la croisée. Daisy et Tom étaient assis à la table de la cuisine. Ils se faisaient face. Entre eux, une assiette de poulet froid et 2 bouteilles de bière. Tom était penché vers Daisy. Il lui parlait avec une extrême gravité, et dans l'ardeur de son discours, il avait avancé la main et l'avait posée sur la sienne. Elle levait les yeux vers lui de temps en temps, et elle hochait la tête en signe d'assentiment. Il n'était pas heureux. Il n'avait touché ni l'un ni l'autre au poulet froid. Mais il n'était pas malheureux non plus. Cette image révélait quelque chose d'intime, de naturel, une complicité évidente. N'importe qui allait voir aurait pensé qu'il faisait des projets. En redescendant le perron, toujours sur la pointe des pieds, j'ai entendu mon taxi qui roulait lentement en cherchant la maison dans la nuit. Gatsby m'attendait à l'endroit précis où je l'avais laissé. « Tout est calme ?» m'a-t-il demandé avec inquiétude. « Tout à fait calme. » J'ai hésité. « Vous devriez rentrer chez vous et dormir. » Il a secoué la tête. « J'attends que Daisy soit couchée. Bonne nuit, cher vieux. » Il a enfoncé les mains dans les poches de sa veste et a scruté de nouveau la maison avec vigilance en me tournant brutalement le dos, comme si ma présence altérait le caractère sacré de sa faction. Je me suis donc éloigné, et je l'ai laissé dans le clair de lune, immobile, veillant sur rien. Et c'est la fin, cette fois-ci, du chapitre 7, les amis. Ce sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro. C'était vraiment sympathique. Encore une fois, plus je lis cette œuvre et plus je l'apprécie. Je trouve qu'il y a, ouais, je sais pas, il y a un sens, il y a un sens du récit qui est quand même vachement balèze. Exactement, je suis comme toi, Sarah. Je trouve qu'il se passe trop de choses et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant et là je suis d'autant plus perplexe sur que nous réservent les chapitres 8 et 9 parce que grosso modo il nous reste 40 pages, donc autant que ce que je vous ai lu aujourd'hui. Et du coup je me dis, merde, en 40 pages il s'est passé tellement de choses, est-ce qu'il peut encore s'ajouter des choses? Est-ce qu'il peut encore y avoir de nombreuses conséquences à tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc ouais, mardi 21h, nous découvrirons ça ensemble lors de la dernière lecture. Et j'avoue que je suis assez impatient. Et je pense
plus on avance dans la lecture, plus je pense que je n'avais jamais lu Gatsby le Magnifique. Parce que au début, ça me parlait et j'étais pas sûr de moi. Mais là, je pense que si je l'avais déjà lu, je me rappellerais de tous ces événements-là. Donc je pense que c'est une première pour moi, cette lecture. Il me semble. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Je comprends exactement pourquoi ça peut être adapté en film. Il y a vraiment des plot twists, des retournements de situation, entre guillemets, qui font que dans un film, je vois exactement la mise en scène pour que ça rende bien, quoi. Ouais, c'est vraiment très sympathique. Et là, je sais pas du tout, encore une fois, ce qui va advenir de tout ça, quel va être. Déjà qu'on a une engueulade, en fait, on a un premier événement, on a l'événement engueulade qui a des conséquences incertaines et où on ne sait pas trop ce que Gatsby a fait par le passé de louche ou ce qu'il fait encore dans le présent d'ailleurs de condamnable, on va dire. Donc du coup, on sait toujours pas comment Daisy réagit par rapport à cela, même si elle est repartie avec lui et tout. Donc bon, peut-être qu'elle s'en accommode, peut-être qu'elle lui pardonne ou peut-être qu'elle l'accepte, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, déjà l'événement dispute en lui-même entre Daisy, Tom et Gatsby laisse des interrogations et on se demande vachement quelles seront les conséquences de cela. Mais alors là, maintenant, l'histoire des Wilson qui a changé et au lieu de s'échapper, de s'enfuir quelque part comme le prévoyait le vieux Wilson, eh bien, tout simplement, la femme s'est échappée de sa séquestration en quelque sorte pour se retrouver renversée en voiture par Daisy, qui est la femme de son amant. Enfin bon, bref, ça fait des histoires un peu tarabiscotées. Ça fait des hasards un peu gros peut-être, mais ça donne une situation vachement incertaine et intéressante pour ça, quoi. C'est que là, vraiment, le dénouement de l'histoire, je vois pas à quoi il va ressembler. Je me questionne vachement. Donc ouais, je suis très curieux, très très curieux de voir la suite et fin de cette œuvre, de ce roman que je kiffe particulièrement. On va se laisser là pour ce soir, les amis, parce que encore une fois, je suis pas dans les meilleures dispositions. Donc autant arrêter le live le plus vite possible, que je me repose un petit peu et que j'essaie de vous revenir frais pour le live de demain 21h, à l'abordage de vos suggestions de janvier. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tutti quanti, c'est hyper important. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et puis on est bon, je crois. Je vais vous dire à mardi pour la suite et fin de la lecture. Je vais vous dire à demain pour le à l'abordage. Et je vous dis à mardi, ça sera le combien? Tacatacatacatam. Mardi 8. À mardi 8 pour la nouvelle lecture. Oh, est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? Est-ce que je donne un indice supplémentaire? Bon, la lecture suivante, je vous invite à penser à une date. Je dis rien de plus. Allez, bye bye, bonne soirée, bonne nuit. Des bisous à tous. Tchou tchou.